vais vous présenter le cours de candidose. Donc, le plan de cours, l'introduction, l'épidémiologie, la physiopathologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. On commence par l'introduction. L'introduction, c'est un résumé de cours. Donc, on commence par la définition. C'est quoi le candidose? Candidose, ce sont des levures de genre Candida, dont Candida albicans est la plus fréquente. Le plus souvent est d'origine endogène. À partir de la flore saprophyte du muqueuse, dont le pouvoir pathogène ne s'exprime que à la présence de facteurs favorisants. Donc, candidose peut être une infection opportuniste. Infection opportuniste, c'est-à-dire elle va s'exprimer surtout lors du VIH. Donc, c'est pour ça l'émergence du sida a entraîné une augmentation de candidose oropharyngée et œsophagienne. Donc, pour l'aspect clinique, on a des formes localisées, des formes cutanomiques et des formes invasives comme le candidémie et les formes disséminées et le candidose hépatosplénique. On dit que la seule présence de ces levures n'est pas synonyme de la maladie, car l'isolat responsable de l'infection est le plus souvent celui que le malade héberge à l'état commensal. Pour le diagnostic, est basé sur les cultures avec les études histologiques, les prélèvements, les hémocultures. Surtout les hémocultures restent l'examen de référence. Le traitement de la candidémie de la première lignée, c'est la caspofungine. On peut utiliser la micafungine et les dérivés lipidiques de l'amphobie. On passe à l'épidémiologie. Donc, l'épidémiologie, l'agent causal. Donc, le genre Candida compte au moins 200 espèces et regroupe des levures. Ce sont des levures non pigmentées, non capsulées. C'est une levure dont la multiplication se fait par bourgeonnement et qui peut émettre selon l'espèce de pseudofilaments. Donc, nombreuses espèces connaissent dans les candidats. On note le Candida albicans, qui est la forme la plus fréquente. On a aussi Candida glabrata, qui est responsable des infections invasives, surtout chez les sujets âgés, et en cancérologie. Et on note aussi le Candida parapsilosis chez néonatal et le Candida tropicalis surtout en service d'hématologie. Pour l'épidémiologie, donc le Candida sont saprophytes humain ou animal. Candida albicans fait partie de la flore naturelle, c'est-à-dire on trouve dans le cavité buccale, le tube digestif et les voies génitales. Donc cette infection elle peut être endogène ou exogène. Endogène, c'est-à-dire c'est la flore à partir de la flore saprophyte, dont le pouvoir pathogène est exacerbé par des facteurs favorisants. Sinon, elle n'est pas pathogène. Pour si elle est exogène, elle est due à soit une contamination du nouveau-né dans la filière génitale, ou bien soit transmission sexuelle ou orale, ou bien transmission interhumaine nosocomiale. Pour la physiopathologie, on commence par les candidoses superficielles cutanomiques. Donc, on dit que l'immunité cellulaire joue un rôle prédominant dans la protection de candidose cutanée muqueuse, d'où la fréquence de candidose muqueuse chez l'HIV ou lors de certains déficits immunitaires, ou bien la phagocytose par PNN devient donc c'est beaucoup plus un déficit de l'immunité cellulaire qui favorisait l'infection à candida. Pour les candidoses invasives, on a le port d'entrée soit le tube digestif,
surtout si une neutropénie ou qui ont chirurgie, donc pour d'entrée aussi tegmentaire et pour d'entrée aussi au niveau de réanimation par cathéter. Donc, on a, on dit que le nombre et la fonction de PNL jouent un rôle important dans la présentation de formes invasives. Certains déficits immunitaires primitifs prédisposent à la survenue de candidoses invasives du système nerveux central et de type digestif. Donc, c'est pas tout le monde qui fait la candidose. On a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants sont premièrement altération de la barrière mécanique naturelle par un cathéter central avec formation du biofilm sur matériel étranger ou bien ulcération de la muqueuse suite à une chimiothérapie ou bien intervention chirurgicale surtout digestive. Deuxième facteur favorisant sont des facteurs généraux comme la neutropénie profonde, prise des antibiotiques à large spectre, prise de corticothérapie prolongée, diabétique, âge extrême comme nouveau-né bien sujet âgé, toxicomanie enlevée et nutrition parentérale. Et aussi le port d'entrée peut être digestive, chirurgie digestive ou cardiaque. Donc, on conclut par quoi? Pour ce facteur de risque, on dit que il y a des études récentes rapportent une incidence accrue de mycose systémique permet les patients hospitalisés en réa. C'est 48% au détriment des patients neutropéniques. Donc surtout les patients en réa qui ont un cathéter ou bien neutropénique. Donc on passe la clinique. Dans ce cours, je ne vais pas détailler les candidoses superficielles qui sont muqueuses, les candidoses buccales, œsophagiennes. Non, je vais détailler seulement les candidoses systémiques. Donc, candidoses systémiques sont responsables de mortalité, de 40% de mortalité. Donc, on commence par certaines définitions. C'est quoi la candidémie? C'est au moins une hémoculture sans ou avec localisation endocardiaque. Et c'est quoi la candidose disséminée aiguë, c'est-à-dire au moins deux viscères atteints avec ou sans localisation secondaire. On a aussi dans les candidoses systémiques les candidoses hépatospléniques. Donc, les formes sont subdivisées selon la présence ou non de cathéter EV central et l'existence ou non d'une neutropénie. Donc, l'hémoculture est inconstamment positive, notamment au cours de candidoses hépatospléniques ou hématologiques. Ça, c'est généralité. Maintenant, on commence par les signes. Les signes cliniques, on a premièrement l'état général, fièvre inexpliquée, parfois splénomégalie sur un terrain à risque et résistance aux antibactériennes. D'où l'étiologie fongique doit évoquer en premier lieu. Donc, on trouve de localisation cutanée, maculopapuleuse ou nodule érythémateux dont le biopsie confirmait le diagnostic. On trouve une choriorétinite à rechercher systématiquement sur fond avec lésions caractéristiques. Ce sont des nodules cotonneux, blanc jaunâtre de la rétine, n'entraînent pas toujours des troubles visuels tels que des scotomes flou visuel. L'atteinte oculaire plus fréquente chez les non-neutropéniques. On trouve aussi des douleurs musculaires, des myosites. On trouve aussi l'endocardite. Et l'endocardite, dans le candidose, on trouve des végétations de grande taille et en faveur de mycose, avec souvent un embole artériel. C'est tout. Donc, on a aussi des formes particulières, surtout chez nouveau-nés et nourrissons, sur cathéter central. Les manifestations surtout perte de poids, fièvre, altération d'état général, candidose buccale, localisation articulaire et cérébroménagée sont fréquentes. Pour la forme de candidose hépatosplénique,
sa fréquence est diminuée chez les allogriphies de la moelle à cause de la prophylaxie par fluconazole. Donc, elle apparaît lors de la sortie d'aplasie caractérisée par hépatosplénomégalie fébrile de l'aire abdominale avec phosphatase alcaline élevée. À l'IRM, on trouve de nombreuses lésions micronodulaires hépatiques et ou spléniques correspondant à des lésions granulomateuses souvent aseptiques en rapport avec une reconstitution immunitaire entourée de lésions candidosiques en sortie de l'aplasie. Bon, on passe directement au diagnostic. Avant d'entamer le diagnostic de certitude, on a des éléments d'orientation épidémiologique, surtout les infections opportunistes, un terrain particulier. Cliniquement, on n'a pas un tableau spécifique, c'est un clinique polymorphe. La paraclinique, le diagnostic de candidose systémique est difficile. Donc, on commence par les hémocultures utilisées d'automates avec de milieux appropriés et d'un meilleur rendement. Donc, la positivité ne dépasse pas 50%. La culture des extrémités du cathéter, par contre, elle peut être positive. On a aussi la ponction biopsie, mais c'est un geste invasif. Les prélèvements périphériques, la positivité des cultures au niveau de plusieurs sites comme les branches, l'expectoration des cellules, a une valeur de présomption chez les sujets à risque. La positivité d'un lavage alvéolaire est sans valeur de diagnostic pour les pneumonies nécrosantes en RIA, sauf chez les neutropénies. La sérologie, c'est la détection des anticorps anti-MANAN ou bien l'antigène MANAN de Candida est chez les non-neutropéniques. Aussi, on a le BD-glucane détecté chez les neutropéniques cette fois-ci, neutropéniques ou non, avec candidémie, mais également détecté chez l'aspergillose invasive, d'où les réactions croisées. C'est ça pour le traitement. Donc, si on a isolé le candidat, c'est la caspofungine en IV. On utilise le premier jour 70 mg, puis à partir du deuxième jour, c'est 50 mg. Ou bien la micafungine 100 mg par jour, relais par fluconazole 800 mg par jour. G1 puis 400 mg par jour. La durée de traitement est jusqu'à 15 jours après une hémoculture négative. On peut utiliser la flucytosine associée si on a localisation endocardique ou bien oculaire ou bien méningée. La caspofungine et la micafungine ne doit pas être utilisée chez un patient qui a une atteinte urinaire en raison de sa mauvaise diffusion dans ce compartiment. La durée de traitement est 6 mois dans l'atteinte osseuse et 6 semaines si on a une endocardite. La prévention, c'est la prévention des infections nosocomiales par lavage des mains et les soins de cathéter et contrôle d'utilisation des antibiotiques. Il n'y a pas de chimio de prophylaxie primaire et secondaire chez l'HIV, mais par contre, il y a la chimioprophylaxie primaire des candidoses systémiques chez les allographes de moelle par la posaconazole ou bien la fluconazole. Et merci.